20h sur la télévision Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Bienvenue à cette édition, les titres, c'est tout de suite. 7 ans après son adoption, la loi sur la baisse des loyers connaît des impairs dans son application. Le chef de l'État prône une régulation urgente des prix du logement. Les Sénégalais, eux, sont partagés. Ceux qui travaillent dans le secteur de la construction jugent normal que les loyers connaissent une hausse puisque le coût des matériaux de construction ont connu une inflation au moment où d'autres Sénégalais recommandent le suivi et l'application de la loi de 2014 qui prend en charge toute la problématique liée à la régulation des prix du loyer. Division au sein de l'APR à Saint-Louis, Mansour Faye croise de fer avec Mary Teuw Niane. L'opposition, elle, s'organise pour mettre en place des candidatures de nature à autoriser la victoire au soir du 23 janvier 2022. La violence en milieu scolaire, l'expression d'une crise sociétale profonde. Comment faire pour y remédier? Élément de réponse à travers l'instruction civique et morale, un curriculum qui existe toujours dans les programmes d'études sous d'autres appellations, lesquelles, plus que quelques minutes pour en savoir plus. Et puis en culture, découverte d'un album musical de 10 titres composé par l'artiste Ndiaga Diarra Fall, un Sénégalais qui vit au Burkina Faso et qui fait dans le commerce, la musique, le théâtre, mais aussi le cinéma. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la réglementation des prix du loyer exigée par le chef de l'État lors du Conseil des ministres hier, mercredi. Une promesse de plus pour certains Sénégalais rencontrés qui s'interrogent autour déjà de l'application de la première loi votée à cet effet en 2014 et dont le suivi est pour eux un impératif. Quant à la SCOSEN, elle propose tout simplement la mise en place d'un organe de régulation. Voyons tout cela avec Fatima Touré. La réglementation du prix du loyer, une exigence du président Macky Sall. Le coût du loyer, un serpent de mer pour bon nombre de citoyens. Ces derniers demandent une application de la loi adoptée en 2014. La loi sur le loyer devait être appliquée depuis son adoption. Aujourd'hui, les pères de famille ne savent plus où donner de la tête. Une chambre à 50 000 francs, un appartement à 200 000 francs, c'est vraiment exagéré. Si la loi n'est toujours pas effective, c'est parce qu'il y a eu faille quelque part. Il faudrait résoudre cela. Il faut envoyer des contrôleurs vérifier ce qui se passe dans les maisons mises en location. Si le suivi n'est pas effectif, cette mesure ne pourra pas prospérer. Devant la cherté du loyer, les agences immobilières au service de courtage, souvent pointées du doigt, un mauvais procès selon ce bailleur. Notre responsabilité n'est pas du tout engagée. La construction est devenue chère, les matériaux ont augmenté, le fer, le béton, tout a connu une hausse. Le problème se situe au niveau de l'État. Il faut vraiment diminuer le prix des terrains. Le problème se trouve là-bas. Le président de la SCOSEN, quant à lui, propose la mise en place d'un organe de régulation. Nous proposons qu'il y ait un organe destiné vraiment à la gestion des loyers, qui serait un organe qui ne ferait que ça, c'est-à-dire 24 heures sur 24, s'occuperait vraiment donc, des problèmes liés aux contestations, aux méthodes donc, de fixation du prix du loyer. Le coût du loyer devient de jour en jour plus élevé. Aujourd'hui, avec l'appel du chef de l'État pour une régulation du secteur, l'espoir est permis selon nos interlocuteurs. Dans le secteur des BTP, de la construction, l'inflation du loyer n'étonne pas. Elle résulterait de la hausse des prix des matériaux de construction avec la tonne de ciment qui avoisine les 67 000 et le fer qui est presque passé à 65 000 francs. D'autres matériaux tels que le sable et le béton ont vu également leur prix augmenter selon des quincailliers interrogés par nos reporters. Mamadou Fall nous fait le point. Construire une maison, un immeuble demande des moyens colossaux en cette période de hausse du matériel de construction. Un tour à la quincaillerie prouve à suffisance la cherté des matières premières, la tonne de ciment. Du fer connaît une augmentation.
Tout est cher. Le ciment et le fer ont connu une hausse. La tonne de ciment coûte aujourd'hui 67 000, tout comme le fer qui est à 63 000. La hausse ne se limite pas seulement à ces matières déjà citées. Le sable et le béton suivent la cadence. Il faut désormais débourser plus. Le camion de sable coûtait 35 000 environ, mais aujourd'hui, il faut débourser 65 000 ou plus. Vous constatez qu'il y a une grande différence. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Le pesage nous oblige à augmenter les prix. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on utilise ce système pour les camions de sable. Et tout cela impacte sur le prix. Nous sommes obligés d'augmenter le prix du sable. Ces augmentations impactent sur le prix du loyer selon nos interlocuteurs. Pour certains d'ailleurs, l'État doit revoir à la baisse les taxes pour permettre aux populations de vivre décemment. Désormais, le secteur de la boulangerie s'est doté d'un nouveau code juridique à travers une convention collective, un outil de gestion des relations de travail entre le patronat et les employés. La cérémonie officielle de signature s'est déroulée ce jeudi après-midi. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera et Ababacar Kamara. Cette nouvelle convention collective va participer à pacifier le climat social dans le secteur de la boulangerie, instituer une paix sociale, mais aussi de la stabilité. Une convention qui date de 1949 et qui régissait notre secteur, ça posait problème. Donc pour nous, le premier acquis déjà, c'est la signature de cette convention qui va participer au dialogue social, qui est un facteur immatériel pour une paix au niveau de nos entreprises et surtout pour une performance au niveau aussi de nos entreprises. Pour le ministère du Travail, maître d'œuvre de cette nouvelle entente entre travailleurs et patronat, la convention collective de la boulangerie va protéger le travailleur et, dans la même perspective, faciliter la gouvernance de ce secteur. La consommation du pain va au-delà d'une simple habitude alimentaire. Le pain a aussi une fonction économique. Le pain a une fonction sociale. Vous avez tenu à faire de la nouvelle convention collective nationale de la boulangerie un outil juridique moderne, adapté aux évolutions induites par la convention collective nationale interprofessionnelle. La tendance à la formalisation de l'accès au métier de boulanger est perceptible à travers la place que vous accordez à la formation initiale pour les jeunes et à la formation permanente pour les travailleurs non diplômés. En chiffres, le pain, ce sont 8 millions de baguettes produites chaque jour au Sénégal, 30 000 emplois directs et la dernière réglementation dans ce secteur date de 1949. Marche pour la préservation de l'environnement à Bargny, au premier rang des femmes. Elles étaient nombreuses à manifester pour dire non à la centrale à charbon installée dans la localité. Elles ont, pour le symbole, ces femmes demandé à la Banque africaine de développement de se retirer du financement des centrales à charbon en Afrique. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Saoumb pour la correspondance. Sur les t-shirts, on peut lire « Stop énergie fossile », un acte fort pour le climat. La caravane est composée majoritairement de femmes. Ces dernières rappellent à la Banque africaine de développement sa promesse. Et au sein de Bargny et du site de Khelcom, ce qui est frappant, c'est cette centrale à charbon qui n'a plus raison d'être. Donc la BAD a annoncé qu'elle se retire du financement du charbon en Afrique. Nous voulons que ces engagements soient rectifiés en politique afin que les institutions financières qui se trouvent en Afrique puissent ne plus financer de centrales à charbon, encore une fois pour le bien des communautés. Vous avez vu l'état du site de Khelcom. Ces femmes travaillent là pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles sont des soutiens de famille. Donc je pense que si le développement n'est pas durable,
elle n'a pas de raison d'être en Afrique. Donc, ces manifestants qui chantent tout au long du parcours décident de boycotter la COP27. Des solutions, parce que c'est les communautés qui vivent ces impacts qui peuvent proposer des solutions. Il est bien beau de se retrouver à Glasgow et de discuter pendant des semaines sur le changement climatique, mais quand tu n'inclus pas les communautés dans les décisions que tu prends, tu ne peux pas savoir en réalité quels sont les impacts qu'il y a sur ces communautés. Nous restons au Sénégal, nous allons rester au Sénégal, nous comptons manifester contre les impacts du changement climatique et l'inactivité notée par les communautés en marge de la COP26. Toutes ces personnes ont peur pour les générations futures et appellent les décideurs à sauver la planète. De l'environnement, nous passons à l'éducation. Pas de cours ce matin à l'espace numérique ouvert de Mbour. Et pour cause, les étudiants non admis en master ont arrêté les cours au niveau de l'université virtuelle. Ils affirment avoir rempli tous les critères de sélection et exigent la lumière autour des admissions. Abdoulaye Sall est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui est anormal. Présentement, nous sommes de la promotion 5 et on voit qu'il y a un souci de sélection ici à l'Université virtuelle du Sénégal et c'est anormal. Nous avons eu une très bonne moyenne et nous avons travaillé. Il y a des étudiants qui ont un éventail de compétences assez large et présentement qui ont des moyennes de 14, de 15 et non sélectionnés. Et on a vu les textes du système LMD qui dit qu'il y a des étudiants, des critères qui ont été mis en place pour permettre aux étudiants éligibles d'avoir leur master convenablement et de faire leur master. Voilà, le monde est témoin, les Sénégalais sont témoins de l'injustice que nous sommes en train de vivre et ça c'est anormal. Nous étant jeunes, nous étant le devenir de ce pays, nous étant la crème même je vais dire de ce pays, on a le droit de faire nos masters. Parce que présentement, on a vu que toutes les universités ont commencé depuis lors. Et nous, à l'université, on tarde toujours. Et ça, c'est anormal. Donc nous indexons M. le ministre, M. Chamaran, de lubrifier davantage les axes afin que nous, des étudiants de l'UVS, que nous puissions faire notre master convenablement. À Mbour, nous sommes environ 130 étudiants qui ne sont pas sélectionnés. Et voilà, plus de 150 bien sûr. On l'appelait dans l'ancien curriculum l'instruction civique et morale. Au fil des ans, la nomination a changé pour devenir vivre ensemble, mais le contenu semble être le même. Cette matière enseignée jadis dans les classes de primaire formée à la citoyenneté, mais les violences récemment notées ces derniers temps au sein de l'espace scolaire ont poussé nos reporters à s'interroger sur l'acuité de son enseignement. Fatou Bintou Conté. L'éducation civique et morale est-il toujours enseignée à l'école primaire? Cette matière, qui se faisait dès la classe de primaire, servait de levier pédagogique pour améliorer le vivre ensemble. Les curricula sont changés, n'est-ce pas? C'est pourquoi les termes aussi ont changé. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble qui regroupe l'éducation morale et l'éducation civique. Ce sont les noms qui ont un peu changé parce qu'au lieu de parler d'éducation civique et morale, on parle de vivre ensemble actuellement. Un enseignement qui contribuait à l'éducation de l'enfant pour une meilleure citoyenneté. Dès lors, le contenu n'a pas varié au Sénégal. Mais seulement aussi, on a essayé d'intégrer les contenus en fonction donc des réalités du milieu. N'est-ce pas? Parce que l'école doit s'ouvrir au milieu pour permettre aux enfants, au sortir de l'école, pour puissent véritablement réutiliser les enseignements apprentissages en dehors de l'école. C'est ce qu'on appelle donc la pédagogie donc de l'intégration. Mais remarque a été faite que l'école est de plus en plus sujette à une forme de violence exercée sur les enseignants par les apprenants. C'est une situation véritablement dramatique qu'on déplore. Mais ceci est dit peut-être qu'au niveau technologique, n'est-ce pas, aujourd'hui les élèves donc, ont les moyens de voir d'autres choses en dehors de l'école, surtout l'utilisation du téléphone. C'est tout le monde qui doit participer. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on doit apprendre les bonnes habitudes, mais l'enfant qui est très mal éduqué chez lui, s'il vient à l'école également, il vient avec ça. Et puisqu'on dit que le châtiment corporel est formellement interdit, les enseignants également prendront des mesures pour ne pas blesser les enfants d'autrui. Utilisé pour une pédagogie d'enseignement des valeurs, l'éducation civique et morale, appelée maintenant Vivre ensemble, peut être un moyen de faire face à la crise de l'école sénégalaise.
À l'Assemblée nationale, le parlementaire Abdou Mbaké vient de démissionner de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Sall et Mamadou Sall, plutôt, et Boubacar Biaye. Le député de Bokk Gis Gis dénonce une mascarade et déplore le fait qu'il ne dispose d'aucun document de référence. Il fustige ainsi la démarche du président du groupe parlementaire, Aïmerou Gningue. Mais selon Adi Mergane Kanouté, les documents de justice n'ont été jamais partagés dans toutes les procédures de levée d'immunité parlementaire faites au sein de l'hémicycle. Et les détails, c'est avec Alsan Ba qui a fait un tour à l'Assemblée ce matin. Comment travailler sans au préalable disposer du document de référence? C'est la question que se pose le vice-président de la commission des lois et désormais ex-membre de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Il n'y a aucun membre de la commission qui a reçu ou vu le document. C'est le président Aïmerou Gningue qui a pris le document et l'a lu devant nous. Nous ne sommes même pas sûrs que ce qu'il a lu, c'est ça qui est inscrit dans le document. Normalement, comme on était tous dans la salle, je pense que ça aurait été préférable qu'il nous passe le document, même si nous ne pouvons pas l'amener avec nous. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a juste demandé de le trouver dans son bureau pour une autre lecture. Adi Mergane Kanouté prend le contre-pied de son collègue. Elle estime que les documents de justice n'ont jamais été remis aux membres du comité ad hoc et c'était valable pour les cas Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Le président Aïmerou nous a lu le document et a invité l'ensemble des membres du comité ad hoc, les 11 députés, à venir, s'ils le désirent, dans son bureau pour relire le document. Les documents de justice ne sont pas remis aux membres du comité ad hoc. Et cela n'a jamais été le cas. Cheikh Abdou Mbaké fustige un manque de sérieux dans le travail de la commission ad hoc. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale sur la mascarade qui est en train de s'organiser. Si une parlementaire comme Adi Mergane Kanouté, après lecture du rapport, demande qu'on lève l'immunité parlementaire de Sall et laisser Biaye, parce que tout simplement les faits ne sont pas les mêmes, je trouve que c'est inadmissible et voire même anormal de vouloir défendre un député et de laisser un autre. Je réfute parce que ce n'est pas nous, membres du comité ad hoc, qui désignons ou bien qui avons la prétention de demander que telle personne doit voir son immunité parlementaire et tel autre non. C'est à la plénière de décider de la levée ou non de l'immunité parlementaire de nos honorables collègues. La lumière sur cette affaire, c'est ce que souhaite la parlementaire Adi Mergane Kanouté, impossible selon le député de Bokk Gis Gis qui n'apprécie pas la démarche de la commission ad hoc. Actualité politique largement dominée par les investitures locales. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, tête de liste Benno Bokk Yakaar à la Médina, une décision du chef de parti du président Macky Sall qui n'a visiblement pas plu aux partisans de Seydou Gueye de l'APR. Ce dernier, qui leur a annoncé la nouvelle, a toutefois appelé au calme et à l'unité au sein de Benno. Retour sur une journée mouvementée avec Chérif Dia. Je ne serai pas la tête de liste de Benno Bokk Yakaar Médina. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les militants de l'Alliance pour la République à la Médina. Leur leader, Seydou Gueye, est écarté de la tête de liste pour les locales au profit d'un adversaire, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Je sors donc de cet entretien où l'information principale qui nous fait avancer, c'est que Seydou Gueye ne sera pas candidat, Seydou Gueye ne sera pas la tête de liste de Benno Bokk Yakaar Médina. Cette responsabilité échoua à Cheikh Tidiane Ba de la CATB. Des militants déçus crient leur colère en dépit des appels au calme de Seydou Gueye. Le porte-parole de l'APR promet toutefois de rendre justice à ces militants en faisant de sorte qu'ils soient présents sur les listes des conseillers. Nous ne pouvons que dire aux gens qui avaient l'ambition d'être mes compagnons à la mairie puisqu'ils espéraient être des conseillers municipaux que rien n'est perdu. Il leur faut être dans les listes. C'est pour ça que j'ai demandé à porter cette information en dehors de tout triomphalisme pour être dans la sérénité qui nous fait avancer. On ne peut pas avoir une liste de Benno Bokk Yakaar Médina sans qu'il y ait toutes les couleurs de Benno
On ne peut pas avoir une liste de Benno Bokk Yakaar Médina sans qu'il y ait toutes les couleurs de l'Alliance pour la République. La pilule est dure à avaler car l'APR Médina en veut à Macky Sall qui a choisi un candidat n'étant pas membre du parti au pouvoir. suba ba ngoon bàyyi suñu toog bàyyi suñu lépp ñëw di nekk ci Macky Sall ba pare Macky Sall di ñu fayee lii waaye nag dañoo bëgg a xam ne lu dul yàlla rek neen. Nous restons à la Médina. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, directeur de la Caisse des dépôts et consignations, doit démissionner. C'est ce qu'a déclaré en substance Bamba Fall, maire de la Médina. Pour lui, le candidat investi par Benno Bokk Yakaar ne peut être juge et partie. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. Et ce que je demande au président Macky Sall et à Cheikh Tidiane Ba, qu'il honore sa promesse. On ne peut pas être juge et partie. Nous allons sortir, préparer une marche, informer l'opinion que Cheikh Ba, on n'a pas peur de Cheikh Ba, mais qu'il ne se serve pas des moyens d'État. Actuellement, c'est lui qui reçoit nos cautions. Il est dans le processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats, parce qu'il y a des candidats dont leur chèque doit être retourné. Donc il est totalement dans le processus électoral. On ne peut pas être juge et partie parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il avait dit que si on le choisit, il démissionne de son poste. Nous attendons dans les meilleurs délais sa démission, parce que nous n'accepterons pas qu'il soit juge et partie. Nous quittons Dakar pour Saint-Louis. Benno Bokk Yakaar miné sur place par les démons de la division. Pour les prochaines locales, tous les yeux sont tournés vers Mansour Faye, candidat de cette coalition, qui affronte Mary Teuw Niane, qui ira aux élections sous sa propre bannière. Du côté de l'opposition, eh bien, on s'organise aussi pour mettre en place d'autres candidatures qui vont peser sur la balance au sprint final. Et le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Benno Bokk Yakaar aura la lourde tâche de remobiliser ses troupes pour les locales de 2022. Partout dans la région de Saint-Louis, on grince les dents dans les rangs de la mouvance présidentielle. À Saint-Louis commune, la bataille sera rude. Mansour Faye sera le candidat de cette coalition, un choix légitime car il est le maire sortant et depuis 2012, il n'a perdu aucune des élections. Mais le coordonnateur régional de Benno Bokk Yakaar sera certainement face à un autre mentor de l'APR. Il s'agit de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw Niane. Très frustré depuis qu'il a été invincé du gouvernement, Mary Teuw Niane a déclaré et maintenu sa candidature et compte faire face à Mansour Faye, choisi par le président Macky Sall pour diriger sa coalition. Dans tous les départements, la coalition risque d'avoir pour chaque commune au moins 2 candidats, sauf pour Pal et Fass Ngom, où les candidatures de Ibrahima Diaw et Morgui Gaye ont été bénies par tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Khoudia Mbaye, le maire de Gandon, va diriger la liste majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais une partie de la coalition risque de s'allier avec le candidat Alpha Diop, membre de cette coalition. À Gandiol également, Arona Sow va diriger la liste de Benno Bokk Yakaar. Mais il fera face à As Diadika, soutenu par une bonne partie des membres de Benno Bokk Yakaar. Dans le département, la tâche ne sera pas facile pour la coalition présidentielle. Yewwi Askan Wi est devenu encore beaucoup plus fort, surtout dans la commune de Saint-Louis, où Abba Mbaye dirigera la liste majoritaire. Dans le département toujours, Pape Abdoulaye Dieng va diriger la liste majoritaire à Fass Ngom. Ousmane Niang sera à Gandon et Amadou Ngom va diriger la liste à Pal. L'autre candidat de taille est celui d'Ahmed Fall Braya de la coalition Gëm Sa Bopp. En 2014, son face-à-face avec Mansour Faye était rude. 782 voix séparaient les 2 candidats. Une coalition qui peut peser sur la balance au sprint final. Pour ces locales, de nombreuses contradictions sont notées au sein de la majorité présidentielle, mais également dans les rangs de l'opposition. Et à Saint-Louis, tous les regards seront rivés certainement sur le duel Mansour Faye-Mary Teuw Niane, 2 ténors qui vont certainement sortir leurs griffes pour se faire entendre. À Thiès, la capitale du rail, le président Macky Sall a cédé les 3 communes et la ville au parti Rewmi. Le département, lui, revient de droit à la coalition Benno Bokk Yakaar, l'entente Sall et Seck. Une frustration chez les leaders et candidats de l'APR. De nombreux leaders ont d'ailleurs décidé d'aller en solo aux élections avec une liste dissidente. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. À Thiès, dans la commune, le leader de Benno Bokk Yakaar, comprenait le président Macky Sall, cède les 3 communes et la ville au leader de Rewmi et récupère le département. Le fait que les 3 communes et la ville soient attribuées au parti Rewmi relève d'une logique politique. Parce que tout simplement, dans une coalition, pour la distribution des postes, il faut une base de travail. Et moi je pense que dans le cadre de cette base de travail, le seul repère, c'est les dernières élections. Or, depuis 2007, l'hégémonie politique de Rewmi est indiscutable.
Et lors des dernières élections locales de 2014, le Réumi avait gagné et les 3 communes et la ville de Thiès. Cette décision de Sall et Seck suscite la colère chez certains responsables de l'APR dans la capitale du rail. Abdoulaye Dièye du mouvement Siggi Jotna va aller à la conquête de Thiès-Est avec une liste dissidente. Habib Niang attend toujours la décision de l'APR. Quant à Maodo Malick Mbaye, il se dit très déçu. Dans la distribution, je crois que le Réumi pouvait faire preuve de galanterie politique en cédant 1 ou 2 communes, ne serait-ce que pour renforcer l'avenir de la coalition. C'est sûr qu'il y aura énormément de problèmes dans cette ville de Thiès-là. Les listes parallèles, il y en aura à l'appel. Ici à Thiès, la situation est un peu confuse. Attendons de voir plus clair dans les prochains jours. Allez, cap sur le sud à présent pour parler du Bureau national du MFDC qui a fait face à la presse ce jeudi pour demander à l'État d'ouvrir une enquête qui aboutisse à retrouver celui ou ceux qui ont posé la mine et en fait 5 morts à Kandiadou. Le MFDC tient ce point de presse au sortir de la communication du 2e anniversaire de la mort d'Abou Elinkine Diatta et nous écoutons Amadou Djiba, son porte-parole au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Effectivement, parce que c'est un événement très malheureux. C'est vraiment très malheureux. Nous n'avons jamais prôné la violence. Il y a eu, n'est-ce pas, cette catastrophe-là. 5 morts. Inutile. Parce qu'en fait, c'est des ados. C'est pénible. Parce que c'était de l'avenir, une crème d'avenir. Voilà une perte inutile. Ce qu'il ne fallait pas. C'est pas normal. Nous condamnons fermement. Nous condamnons fermement parce que c'est des vies humaines qui partent. Surtout qu'on place une mine là où passe n'importe qui. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre comme les enfants, voyez-vous, au sortir, n'est-ce pas, d'une prière. À propos de ces mines-là, qui a posé ces mines, mais il faudrait chercher la vérité là où elle se trouve, quoi. Trouver celui qui a fait ce massacre-là, pour qu'on en finisse, parce qu'il ne faudrait pas qu'on spécule pour dire que voilà, c'est l'autre, on dit que mais on ne connaît pas celui qui a fait ça. Retour à Dakar pour parler de cette cérémonie d'installation du colonel Tchernondour par le chef d'état-major général des armées, le SAEMGA, face à la presse. Le nouveau colonel installé a promis de poursuivre les actions menées par ses prédécesseurs, notamment la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région de Ziguinchor. Ces propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. La mission, nous pouvons l'apprécier sur 2 volets. Une mission de zone, mission originelle, commune à toutes les zones militaires et qui peut être donc définie comme la défense de l'intégrité territoriale dans les limites de la région de Ziguinchor, la participation au maintien de l'ordre et bien entendu la contribution des armées donc, aux institutions en cas de sinistre. Le deuxième volet, et ce volet-là ce qui est le plus important, c'est la mission opérationnelle. Centré autour de la sécurisation des populations, de leurs biens et de leurs mouvements. Si vous lisez cette mission, vous allez donc deviner d'actions et de choses à faire que nous, militaires, pouvons faire seuls, mais de plus en plus, nous le ferons avec les autres FDS. FDS à qui, d'ailleurs, j'exprime mon engagement à continuer la collaboration franche qui a existé entre les forces armées et les autres démembrements donc, de sécurité qui interviennent ici, chacun dans ses domaines de compétences, dans ses responsabilités et ses prérogatives. Et autant pour moi, cette cérémonie d'installation ne s'est pas faite à Dakar, mais plutôt à Ziguinchor. Allez, parlons santé à présent. Avec ces statistiques, 50 000 doses de vaccins fabriquées au Sénégal, un partenariat entre la firme BioNTech et le Sénégal, c'est ce qu'a annoncé la ministre belge de la coopération au développement, Myriam Kittir, déclaration faite lors d'une rencontre tenue hier avec les autorités sénégalaises. Nous écoutons Myriam Kittir
au micro de Lisa Prera et Ababacar Kamara. L'Afrique doit pouvoir produire ses vaccins. Et dans ce défi historique, c'est bien le Sénégal qui montre la voie à suivre. Avec le professeur Souleymane Mboup, scientifique de classe mondiale, avec l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, et avec l'Institut Pasteur de Dakar, le Sénégal dispose de toutes les cartes en main pour renforcer les capacités du Sénégal à produire des vaccins. Il y a bien sûr encore du travail à réaliser avant de concrétiser cette ambition. Hier, il y a eu la bonne nouvelle que BioNTech va construire une facilité pour la production des vaccins au Sénégal ensemble avec l'Institut Pasteur de Dakar. Et la construction débutera mi-2022. 50 000 de vaccins pourront être fabriqués dans cette nouvelle fabrique. Ceci également grâce à un partenariat excellent entre le Sénégal, la Belgique et des autres pays européens. Et je suis fière. Allez, nous quittons le Sénégal, c'est pour aller au Burkina Faso vous faire découvrir l'artiste Ndiaga Diarra Fall, un Sénégalais vivant à Ouagadougou. Il allie commerce, musique, théâtre, mais aussi cinéma. En sus de ses collaborations avec les réalisateurs burkinabés, l'artiste vient de sortir un nouvel opus de 10 titres. Ndiaga Diarra Fall est aussi le directeur du centre culturel Morène de Ouagadougou. Nos reporters l'ont rencontré dans les rues de la capitale du Burkina Faso. On regarde ça. Cet homme incarne la polyvalence dans le domaine de la culture. Il est auteur, compositeur, réalisateur et comédien. Ndiaga Diarra Fall est un Sénégalais qui vit au Burkina Faso depuis 6 ans. Son amour pour la culture en général a traversé les frontières. Je suis ici uniquement pour le théâtre, pour le cinéma aussi. Comme activité, je suis commerçant. Je dis souvent que chaque comédien, mais chaque acteur doit trouver un autre travail parallèle, quoi. C'est mieux. Il est très connu dans le monde de la culture, celui qui se faisait appeler Telma Radiar comme nom de scène au Sénégal et l'actuel directeur du centre culturel Espace Morène de Ouagadougou depuis 4 ans. C'est ici que je forme mes comédiens, c'est ici que je fais mes castings, vraiment les différents réalisateurs qui sont à Ouaga, c'est ici qu'ils me confient leur casting. Le Burkina Faso, terre de culture et de cinéma, le pays des hommes intègres, sert de tremplin à l'artiste Ndiaga Diarra Fall, celui qui s'est expatrié pour nourrir sa passion. Un comédien, c'est un porteur de voix. J'ai beaucoup de casquettes, j'ai beaucoup de personnages, quoi. Alors, vraiment, j'ai vu mon art ici au Burkina Faso. En 6 années de présence au Burkina Faso, il a réalisé des films et a travaillé avec les plus grands réalisateurs du pays, dont feu Idrissa Ouedraogo. Je m'appelle Fall Ndiaga. Je suis ingénieur des mines. J'étais le conseiller spécial du président Léopold Sédar Senghor. Comme je n'avais pas la politique, j'ai démissionné. Oui, j'ai joué dans Sababiga, j'ai joué dans Bambino, j'ai joué dans Taxi pour Ouaga, c'est moi qui ai incarné le rôle principal. J'ai joué aussi dans le rôle de Taïrou Tassere Ouedraogo. J'ai fait aussi beaucoup de casting. J'ai joué aussi pas mal de films que je ne sais même pas les noms, quoi. Ndiaga Diarra Fall est un artiste complet. Il entame la promotion de son dernier album de 10 titres sorti durant le confinement. En dehors de sa carrière cinématographique, Ndiaga Diarra Fall est dans le business et fréquente tous les grands marchés de Ouagadougou. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, Mohamed Ali Mouba reçoit ce soir Biram Sen, directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Intérieur, de la direction générale des élections, pour être plus précise. Bonne suite des programmes en compagnie de la télévision Futur Média et excellent week-end.